Mais purée. Et, non, mais Hey, oh, hey, vous êtes où là? Attends, mais c'est pas possible la régie. Non mais les gars, ça comment? Donnez-moi ça là. Mais qu'est-ce que vous foutez avec ça? Ah mais ils ont du goût. La régie, il faisait rien, bah, c'est normal. Ah bah c'est de la littérature, de la haute littérature, je le garde, on va en parler bien. Je jure. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, t'es dessus? J'essaye de m'y mettre. Mais qu'est-ce que ça fait voir? Moi, c'est surtout les photos qui m'intéressent. Je te parle du prix Goncourt. Non mais tu rigoles ou quoi? Viens. Ah, j'en ai marre de ces gars-là, on peut pas travailler quoi. Et toi, qu'est-ce que tu fais aussi? Toi aussi t'es dedans toi. Attends, mais vas-y, c'est bon. Oh là 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 là, j'adore. À l'espace que la nouille est à la casserole dedans, mais ça, tu peux pas publier ça. Pourquoi? Bah, tu vas avoir des soucis. Mais non, mais pourquoi veux-tu que j'ai des soucis? Regarde, Pourquoi ça veux-tu que j'ai pique, bah, c'est même marqué là. Bon, ah non mais... Ce qui est plus marrant, c'est ses visions de 2019 quand même. Non mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais rien. Non mais je suis fier. Il faut lâcher. Non, mais Benoît je suis fier, Mélin. je suis fier. Non mais en plus, t'as ton nom dans le titre du livre. Benoît Mélin monte au filet les chroniques déjantées du tennis. Tout le monde ici connaît tes chroniques. En fait, c'était chroniques vidéo que tu as retranscrit par écrit quoi. Non, j'ai pas fait que ça. Illustré. Parce qu'en fait, j'ai repris les chroniques, mais je les ai réajustées un petit peu aujourd'hui. Au bout du jour. Et puis surtout, viens voir Rémi, viens voir. Surtout, j'ai mis des petits QR codes. Ah oui, donc Tu vois Donc à chaque fois, t'as la vidéo correspondante avec ton téléphone là. Ah, bien sûr, on n'a pas de téléphone. Ah, vous êtes naze hein. Moi j'ai un vieux truc. Attends. J'ai un téléphone fixe. Un téléphone qui est partout. Enfin bon, à chaque fois, t'as le petit QR code comme ça et Donc compagnie. il y a Wimbledon, il y a l'US Open, il y a tous les grands chelems depuis 3 ans, hein, les chroniques depuis 3 ans. Ouais, je reviens, j'ai du Tson Geeks, j'ai du Moufisien, j'ai du Glou. Le Glou. Mais toi, tu les as pas connus ces chroniques? Mais si. Tu regardais pas, toi? Mais allez, on a travaillé ensemble sur l'équipe 21, déjà, s'il te plaît. Une année. Non, mais je t'ai vu en train d'écrire tes trucs, parce que je sais comment tu travailles. Ce que je sais pas, c'est combien de temps ça te prend pour écrire une chronique en moyenne à peu près. Ça dépend de l'inspiration. Une chronique d'une minute là. Ouais, si j'ai l'inspiration, je peux l'écrire en 20 minutes. Parce que parfois t'as pas le choix. Roland Garros, tu dois aller vite parfois, par exemple. Ouais. Ça termine tard, tu dois faire Mais vite. en fait, c'est pas l'écriture qui est compliquée, c'est le fait de l'apprendre. Ouais. C'est après tu te dis voilà, oh purée attends tac antenne dans 10 secondes attends est-ce que je me souviens bien et comme t'écris quand même avec des mots assez précis ça m'emmerde quand je le loupe, tu vois, quand après je le dis devant une caméra et que je sors pas le mot sur lequel j'ai, on va dire, essayé de trouver quelque chose d'original et que j'arrive pas à le sortir à la caméra, ça me rend fou. Il faut respecter les auteurs. Oui, il faut respecter exactement, les auteurs. exactement. Même si l'auteur, c'est et toi-même. c'est pour ça, en fait, que le Renaud Dubois, qui dirige les éditions Fora, quand il m'a appelé, il m'a dit, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand tu fais de la télévision, on écoute, mais on ne lit pas. Et il me dit, j'ai l'impression que tes textes sont pas mal. Je lui dis, mais non, C'est exceptionnel. ils sont exceptionnels. Non, mais c'est vrai que t'écris bien, je dis pas ça. Non mais Gaël Monfils, le Monfisien, notre alien national est à l'espace ce que la nouille est à la casserole d'eau. Il flotte sans trop savoir où il va. Ça, non mais j'ai envie de te poser des questions avec ça. Je sais que c'est évident que tu as déjà eu des problèmes avec certains joueurs. Est-ce qu'il y en a, je vais pas te demander qui. Pas le Monfisien. Pas Gaël. Est-ce qu'il y en a qui trouvent ça sympa? Parce que je sais que tu les connais plus ou moins tous. Est-ce qu'il y en a qui apprécient? Est-ce que mon fils apprécie? Mon fils apprécie. Mon fils, ça le fait rire. Quand tu le traites de martien? Ouais, ça le fait rire. Et même, je sais que des fois, je sais plus où, sur une conférence de presse, il m'avait vu. Et donc, il avait commencé à partir dans un délire, et plus personne ne comprenait rien. Et à la fin de la conférence de presse, il dit alors, j'étais pas mal en Monfisien. Et en fait, il s'amusait de ça, quoi. Mais Federer aime bien. Il aime pas trop quand je parle de Mirka. Mais à Mirka, tu touches pas à Mirka. Parce que quand tu déconnes avec le colibri et tout ça sur Mirka, je peux te dire, ça lui plaît pas. Surtout que je m'habille quand même en roumaine, ça lui plaît pas. Il y a Christophe Luce qui nous dit tes chroniques que de souvenirs depuis le DS. Le DS, c'est l'équipe du soir. Ah ouais, là-bas. ouais. Anecdote, moi, on a bossé ensemble là-bas. Toi, t'écrivais l'après-midi. Julien, quand il est sur une chronique, quand il commence à apprendre, il est 15-16 heures, c'était le soir. Hein. Tu peux pas lui parler, il est dans son monde. Et une fois, j'étais venu lui parler. Je savais pas, moi, on s'était pas fréquenté au boulot. Je lui parle de Daniel Evans qui jouait les qualifs de l'US. Ah oui, je me souviens de ça. Il y a un Anglais qui joue, c'est incroyable et tout. Il était en train d'apprendre son truc. Là, je dis, ok, d'accord. Le comédien en théâtre avant d'entrer sur scène. Non, mais il est et même tu m'as répondu 2 ans après, peut-être, au truc que je t'avais dit. Donc, t'enregistres quand même. On a l'impression que. Et attends, chez Juju. 2 ans après, il m'a répondu à ce que je lui avais dit sur tous les matchs de Coupe Davis à Lille.
on va chez enfin on allait, puisque il n'y a plus de Coupe Davis, mais on allait chez sa sœur. Et bah ouais, j'étais désagréable. Je sais que je suis désagréable. Non, parce que je suis dedans, quoi. Je suis dedans. Autre question. Une question vraiment. Non, celui qui m'a plus parlé à cause de ça, le premier, hein, ça a été Gasquet. C'est Gasquet. Ouais, c'est Gasquet. Enfin, Gasquet n'avait pas vu les vidéos. En fait, c'est ses parents ou ses copains. Souvent, c'est le même chat. C'est un peu le téléphone arabe. Tu t'es déjà censuré? Ah non. Tu t'es jamais censuré sur aucune chronique? Ah non. À un moment, t'as dit non, ça je peux pas le dire ça. Ah ben non. Ah bah après, mais bien sûr, parce que je te rappelle qu'on n'est pas protégé. Donc si jamais je sors un truc qui n'est pas sûr et que je n'ai pas vérifié, je peux me faire attaquer. Oui. Avant, tu étais défendu par les chaînes ou les médias qui t'embauchaient. Plus maintenant. Donc si jamais il y a une couille, c'est moi. Donc autant te dire que si je dis quelque chose sur Djokovic et que le mec m'attaque, non, mais je suis à poil en 2 secondes. Sur une attitude ou machin, quand tu dis que parfois tel ou tel joueur manque un petit peu. Ah bah, je sais que voilà, je sais que je ne pourrai jamais parler avec Caroline Garcia, avec Kristina Mladenovic, voilà, Kiki et Kaka, les aventures de Kiki et Kaka, ça leur a pas bien du tout. Là, c'est la guerre absolue. Cela dit, là, elles nous ont bien servi, elles ont remporté elles nous ont quand même aidé à aller en finale de Coupe Davis. Ah non, mais bien sûr. Elles se sont rabibochées, quoi. Non, mais c'est ça après. C'est ce que j'ai essayé de leur expliquer. Genre, je veux bien des fois je vous rentre dans l'art, mais quand vous faites quelque chose de génial, voilà, je suis le premier à le dire aussi. T'as quand même tes favoris, parce que c'est les mêmes qui reviennent quand même. Hein. On connaît tes déguisements, Nadal, Federer, Djokovic, c'est normal. Mais... Non, mais il y en a. Non, mais là, je suis en train de réfléchir. Kevin Anderson, tu le fais jamais. Si, j'en ai parlé forcément à cause de Wimbledon. Oui, mais grâce. Tu vois, déjà le à cause est gênant. Tu ne te déguises pas en Kevin Anderson. Non, mais là je cherche. Il y a un problème. Je cherche pour Medvedev. On en parlait avec Daniil, là à Monte Carlo. Il me disait comment tu vas me faire. Et j'ai dit, je sais pas, je réfléchis. Et il y a Tsitsipas, non, c'est Zverev le face. Il y a Tsitsipas aussi, tu vois. Il dit alors, parce qu'en fait, ça traîne. Et les Français m'appelaient la machette. Il faut pas. Est-ce que la machette s'est occupée de toi hier soir ou dans une vidéo? Tu vois, c'était le gros truc. Enfin voilà. Donc on va pas faire l'émission là-dessus. Hein. Bon, en tout cas, attends, je suis fier. Au moins, tu vas dire que tu as écrit un livre, quoi. En revanche, tout le monde ne fait pas ça. Je vous le donne pas. Ah d'accord, mais j'allais partir avec. Non. Il y a Tip qui nous dit, est-ce que ça va débriefer Barcelone? Bah évidemment. Il a l'air sympa ce bouquin, dit Florian. Ah bah ouais. Pierre Mehdi, je connaissais pas ça, les aventures de Kiki et Kaka. Bah ici. Il y a les aventures de Kiki et Kaka. Et non, mais tu te rends compte qu'on a, nous, avec les Françaises, on a Kiki, Kaka, Popo, Pauline Parmentier. Ouais. Alizé Cornet, tu peux l'appeler Zézé, Zézette, tu vois, Zézette, Zézette épouse X. On peut faire ça avec on s'en sort plus, quoi. On peut faire pipi, Vava et mémé, hein, c'est vrai qu'on peut. Bon, oui, c'est parti. Allez, Zo. Ok. Tiens. Là, on part. Je te laisse driver parce que c'est des questions. S'il te plaît. On part de Barcelone. Ok, pas de souci, ça me dérange pas. J'ai amené des balles de Roland Garros pour qu'on s'infuse un peu déjà dans l'ambiance. C'est de quelle année? Tip, ça va débriefer Barcelone. Tu parlais de Tip. Il y a Florent Fessy, il m'a l'air bien, ça passe bouquin. Pierre Média, je connaissais pas. Le bouquin, on le trouve à la Fnac. Ouais, vous le trouvez partout, chez les libraires. Je crois qu'officiellement la sortie c'était là, le 30. Normalement partout, Fnac, machin, tu peux le précommander et tout. Ça sort en Belgique et en Suisse dans 15 jours. Au Canada, au Canada dans un mois. Tu vas faire les JT? Non, mais je l'ai dit à Auger Aliassime. Auger Aliassime perd à Monte-Carlo. Il s'en va. Il vient nous dire au revoir, parce que le mec, déjà c'est un des rares à dire au revoir, mais enfin lui dire au revoir. Donc il vient dans le bureau avec Marc Maury, tout, ça va. Puis on commence à parler du match et tout. Et je vois bien qu'il me regarde et il sait pas du tout qui je suis. Marc Maury, il voit qui c'est. C'est la The Voice, le mec est connu, quoi. Mais il me dit, il doit se dire, mais qui c'est ce nain là? Et donc je le regarde, je dis, tu sais qui je suis et tout ça. Puis il me dit, bah non. Et je vais m'occuper de toi. Et là, il y a le Marc Maury, je dis, oh putain. Alors hop, il commence à lui montrer une vidéo, lui dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et je dis, mais je vais m'occuper de toi, on va se revoir. Parce qu'il faut préciser que tu étais à Monte-Carlo, Benoît. Oui. C'est pour ça que tu n'étais pas là à la dernière émission. Mais si, j'étais là, je vous regardais. Mais tu me regardais. Mais Félix Auger, je l'ai vu, il a joué du piano à une soirée des joueurs, tu y étais là? Oui. Il était en costume blanc, Tine Pape, machin. Il jouait bien. Hein, du Chopin. Du Chopin. Et vous avez vu ça? C'est-à-dire que vous avez vu cette image où il joue du piano. Ouais. Mais ça, c'était pas le plus drôle. Donc là, c'est bien, tu vois. Et le mec est très à l'aise, les autres l'ont complètement accepté. Mais ce qui était génial, c'est qu'un peu plus tard, dans cette soirée des joueurs, il y a Dominic Thiem qui monte sur scène. Et tout le monde se dit, oh purée, Dominic Thiem, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que Thiem,
C'est pas un pianiste. C'est pas un pianiste. Il n'est pas dans la dentelle. Il est plus dans la scie. C'est plus du bûcheronnage. Ouais, La batterie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et il est venu avec un des meilleurs clarinettistes d'Europe qui vient de son village, Wiener Neustadt, en Autriche. Et il dit voilà, je voulais vous faire entendre ce clarinettiste qui est extraordinaire. Le clarinettiste qui dit oui, mais bon, moi j'ai besoin de 2 volontaires pour m'accompagner. Bon, et là il appelle Zverev, le phasme donc, et Félix qui revient. Et il leur file le triangle. Qu'est-ce que c'était l'autre truc? Il y en a un qui avait le triangle et l'autre, je sais pas, un pauvre truc à 2 balles. Tu sais, le les cymbales. Ouais, tu sais, le truc avec les... Tambourin, le tambourin. Et extraordinaire. Et je peux te dire que le Félix, il a l'oreille musicale. C'est un musicien. D'accord. Bon, il n'est pas que musicien. C'est un artiste complet. Voilà, ok, c'est parti. Tu parlais de team, on peut parler de tennis. Les joueurs sont prêts. Les joueurs sont prêts. À la bonne heure. Donc la question est simple, nette et précise, les petits gars. Nadal, foutu. Terminé, c'est terminé. Alors déjà, Roland Garros est encore loin. Première chose. C'est terminé. Deuxièmement, c'est déjà arrivé qu'il gagne ni Monte-Carlo ni Barcelone. 2014-2015. Ça n'avait pas empêché en 2014 de gagner Roland Garros. Ce qui est préoccupant et ce qui est nouveau, les amis, c'est qu'on arrive au mois de mai et Nadal n'a toujours pas gagné de titre depuis le début de l'année, ce qui n'est pas arrivé depuis 2004. C'est pas arrivé depuis que Nadal est Nadal, quoi. Quoi On est au mois de mai, il n'a toujours pas gagné de titre depuis le début de la saison. C'est jamais arrivé. Même quand il n'en gagnait pas sur terre, quand il gagnait pas les premiers sur terre, il en avait gagné un en janvier, en février ou en mars. Ouais. Là, il n'a pas gagné de titre en 2019. Ça, c'est une situation nouvelle. Oui, non mais d'accord, mais en dehors des chiffres, qu'est-ce que ça va engendrer? Est-ce que ça peut engendrer quelque chose dans la tronche de Nadal? Moi, un manque de confiance, un manque de repère. On en a parlé un peu, il a dit 2-3 mots après ça. Ses défaites samedi, en disant que voilà, tout simplement, c'était pas une défaite qui lui faisait mal, celle de Fognini, oui, mais pas celle de mal contre Fognini, pas contre Thiem. Et ce qui me paraît bizarre, c'est que quand un Rafa dit ça, c'est que vraiment il a senti que l'adversaire était au-dessus de lui. Donc ça, c'est sur la partie un peu psychologique. Sur la partie tennistique, moi, ce qui m'embête pour lui, c'est que je trouve que sa balle fait un peu moins mal que les années précédentes. Il fait moins de coups gagnants et il est un peu sorti de son registre de sa tactique de base, de gaucher, comme je l'avais expliqué à une des émissions. Voilà, son fameux coup droit qui sort les adversaires, et bien là, je trouve qu'il l'utilise pas assez. Alors, il y a quelques petits trucs qui fait que voilà, c'est pas le meilleur Nadal qu'on ait connu. Maintenant, alors attends, d'accord, mais question tout de suite. Le coup droit, il l'utilise, mais il ne fait pas aussi mal qu'avant. Est-ce que c'est aussi parce qu'il est un peu plus lent pour se mettre en position, bien ancrer ses appuis? Alors, il y a 2 choses qui sont pour moi importantes. La première, c'est qu'il joue encore un petit peu plus loin derrière sa ligne de fond de cours, ce qu'on appelle la fameuse zone de confort, ce que j'explique de temps en temps. Donc ça lui permet d'avoir encore plus de temps. Mais le problème, c'est que vu qu'il est encore plus loin, tu perds encore de la distance par rapport au filet. Donc si tu veux jouer long, il faut frapper encore plus haut, plus long et plus fort. Et le problème, c'est qu'il veut force tellement, il se crispe tellement que pour moi, je trouve qu'il joue court. Et là, ça s'est vu et ça a même été exacerbé contre Thiem en demi-finale à Barcelone. Thiem l'a tout simplement agressé et l'a joué comme il fallait. Oui. Vas-y. Non, mais après, on est mal élevés là tous depuis 15 ans. Et je pense aux jeunes qui ont connu que cette ère Nadal. Tout ce qui s'est passé ces 15 dernières années n'est pas normal. Qu'un mec, pendant 15 ans, gagne absolument tout et fasse 15 saisons de suite comme le faisait Mouster en 95. Tu as raison. Les gens banalisent. 32 ans. Les mecs banalisent. Il a 32 ans, il va avoir 33 ans en juin. Et là, il a 32 ans, il va avoir 33 ans en juin. Enfin, ça devient un peu normal que le mec coince un peu. Évidemment, il ne va pas gagner Monte-Carlo, Barcelone pendant 25 ans, quand même, tous les ans, sans qu'il y ait le moindre nuage. Quoi? Il l'a fait l'an dernier. Il y a un moment où là, arrivé quand même à un certain âge, j'ose espérer qu'il y ait des choses normales. C'est un gigantesque champion, mais il y a peut-être un moment où... Je te rappelle que depuis qu'il a 30 balais, les 2 premiers titres qu'il a toujours gagnés à chaque fois en début de saison, c'est Monte-Carlo et Barcelone. Bien sûr, mais là tu le vois. Donc là, tout d'un coup, paf. Non mais les années passent et puis il y a un moment où ça marche plus. Et comme je dis, à un moment, il est beaucoup plus proche de la fin de sa série. Et puis ensuite, je pense qu'à un moment ou un autre, et c'est une vérité, les gens banalisent. Attends. Arrêtez la langue de bois. Est-ce qu'il est proche de la fin de sa série? Ça veut dire que cette année, tu vois la fin de sa série ou tu te dis qu'il a encore dans ses chaussettes ou dans son bras gauche ou dans sa tronche encore un Roland Garros? Non mais il y a tellement de personnes, tellement de gens qui l'ont toujours un peu... Qui sait mieux que lui comment faire pour gagner Roland Garros? Voilà. C'est vrai qu'il est mieux placé que tout le monde. Mais après, alors moi je dirais qu'on l'a souvent un peu écrasé et très souvent il est ressorti. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi je te dis rien avant
le tirage au sort de Roland-Garros, parce que s'il a un tableau exécrable, là on va voir si c'est compliqué ou pas. Je rappelle juste que toi tu nous as parlé de ton 2014 et 2015 quand Nadal n'a pas gagné il commence mais il avait gagné des tournois Monte-Carlo ni Barcelone. Il avait gagné ces années-là des tournois avant. Je suis d'accord. Mais en 2014, il perd en quart Monte-Carlo, il perd en quart Barcelone. Et après, d'accord. Derrière, il gagne Madrid, il fait finale à Rome et il gagne Roland-Garros. En 14. En 2014. En fin d'année, le poignet, il arrête sa saison très tôt et l'appendicite. Donc un effort monumental en 2014. 2015, il ne regagne pas Monte-Carlo, il ne regagne pas Barcelone. Derrière, il fait finale à Madrid, c'est là où il perd en quart à Rome et quart à Roland-Garros. Contre Djokovic, 3-7-0. Et là, il le dit en fin de saison, parce que je suis allé chercher pour voir comment il fonctionne dans sa tronche, parce qu'il nous en fume là. Quand ils sortent des tournois, tu vois, Fognini, oh ouais, bon, j'ai mal joué. Et il dit pas, c'est Fognini qui m'a battu. Il dit, j'ai joué le plus mauvais match depuis 14 ans sur terre battue. Fognini a fait un bon match, mais c'est mon pire match depuis 14 ans. C'est surtout moi qui ai mal joué. Et là, quand il perd, il dit, ok, j'ai perdu, mais j'ai retrouvé de très bonnes sensations. Quand, à la fin de l'année 2015, il dit, tout c'est compliqué pour moi. Après mes défaites à Monte-Carlo et à Barcelone, j'ai perdu ma confiance. Je me suis même demandé à un moment si j'ai retrouvé mon niveau classique. Et le mec derrière n'arrive plus à gagner. Parce que moi je pense qu'on sait que Nadal c'est un angoissé. Mais comme tous les autres, mais lui peut-être plus encore que les autres. Et je me demande jusqu'à quel point là, s'il nous fait pas quelque chose à Madrid, qui n'est pas le tournoi qu'il préfère, derrière Rome, il arrive à Roland sans aucun tournoi gagné sur terre battue. On n'est pas en 2014, on est en 2019, 5 ans se sont écoulés et je pense qu'aujourd'hui, il a besoin de gagner un grand titre avant d'arriver à Roland-Garros pour être en confiance à Roland-Garros, même si c'est un tournoi qu'il a déjà gagné 11 fois. Je suis d'accord avec vous, mais il y a un truc qui va le rassurer. C'est cette fameuse stat qu'il a, c'est un 5-7 à Roland-Garros. Ouais. Et même s'il ne joue pas bien, c'est peut-être la seule chose qui pourrait le rassurer, c'est de se dire je ne perds jamais sur terre battue en 5-7. Donc c'est peut-être là où il peut enclencher la machine. Mais ça ne sera pas grâce à son niveau de jeu, mais ça sera sur se dire voilà, c'est Roland, et là je peux faire la différence. D'accord, mais qui l'a poussé là, dans ses derniers retranchements? Il perd en 2-7 contre Fognini, il se prend limite un 6-0 dans le deuxième, et il perd en 2-7 contre Dominic Thiem. On n'a pas eu le match qui te permet de savoir si physiquement tu peux tenir 7 ça, je suis d'accord. Potentiellement parties en 4 ou 5-7 parce que là il ne nous fait pas la différence. Donc est-ce qu'il ne va pas être obligé de jouer plusieurs matchs en 5-7, ce qui n'est jamais arrivé à Nadal à Roland-Garros? Ouais, mais psychologiquement il a quand même l'avantage sur ses adversaires. S'il arrive dans un cas, qu'il a encore cet avantage psychologique. Ce qui va être vraiment intéressant aussi, c'est de savoir où va être Thiem dans le tableau, parce que Thiem pour l'instant il est 5e mondial. Est-ce qu'il va être dans les 4 ou est-ce qu'il va être tête de série 5 ou 6, ce qui change tout, parce que s'il est 5 ou 6, ça veut dire qu'il peut jouer Nadal en quart. Et s'il y a un Nadal Thiem en quart, c'est autre chose qu'un Nadal Thiem en finale. Les gars. Petite salve de questions, vous répondez au jugé, d'accord? Serge Agnello, est-ce que Rafa, un peu comme Djoko, ne se prépare pas uniquement pour Roland-Garros, car il sent qu'il ne peut pas enchaîner les tournois sur terre battue comme avant? Bah ouais, mais il aurait fait. Est-ce qu'on peut ne se préparer que? Oui, mais il a besoin d'enchaînement pour se préparer. Le problème, c'est que lui, il a besoin de jouer. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il aurait fait peut-être l'impasse sur Barcelone. Et la troisième chose, c'est qu'à un moment, moi, j'en ai un peu marre qu'on dise... Alors, pas cette question-là, mais j'ai l'impression qu'alors maintenant, que ce soit Federer, Nadal, Djokovic... Les autres, mis à part les grands chelems, on a l'impression qu'ils ne veulent pas jouer parce qu'ils ne se réservent que sur les grands chelems. À un moment, des Masters 1000, il reste quand même des tournois hyper importants et des gros tournois. On en parlera en deuxième partie d'émission, mais je pense qu'effectivement, il y a quelqu'un qui ne fait plus que ça, c'est Serena Williams. Qui pour moi c'est une évidence. C'est un cas à part. Là, c'est un cas à part. C'est un cas à part. Tib. Ouais. C'est pour ça que le tournoi de Madrid va être génial. C'est l'arbitre là qu'on a entendu. Ouais. Et un jour on va le choper, il va avoir mal. Hein. Tib. Nadal était légèrement blessé à la main. C'est peut-être pour cela que son lift était moins percutant. Ah, ça j'étais pas au courant. Tib. Je ne sais pas où tu es, Tib. Il est dans les petits papiers de Nadal, visiblement. D'où tu sors cette info? Perso, je ne connais pas cette info. Fabienne Courbeau, bonjour, ce n'est pas pour plomber l'ambiance, mais Thiem et Nadal sont-ils si liés que lorsqu'on dit on parle de Thiem, on ne parle que de Nadal? Lié. Mais non, je pense qu'elle veut dire qu'on parle sur Terre que du duo Nadal. C'est là que la drogue, elle est dangereuse. C'est là que tu le sais. Fabienne, c'est quoi? T'as compris toi le message? Oui, je pense qu'elle veut dire que sur Terre battue, on ne parle que du duo Nadal-Thiem et on oublie un peu les autres. C'est les deux meilleurs depuis 2 ans quand même sur cette surface. Bah oui. On rappelle que quand même, Thiem est le seul à avoir battu Nadal 4 fois sur terre battue. Déjà maintenant, avec Djokovic. Consécutivement tous les ans. Parce que Djoko, ok, elle l'a fait, mais pas avec cette régularité. Après, est-ce que le fait que Thiem gagne
pour la première fois un gros titre sur Terre, va pas l'amener encore plus haut. Surtout Je rappelle qu'il était finaliste. Et puis il a déjà gagné son gros titre, il a gagné son Masters 1000 aussi à Indian Wells. Et son Masters 1000 à Indian Wells. Est-ce que c'est pas le Zverev de 2019 qui va tout nous pêcher? J'avais oublié lui. Oh bah lui, tout le monde. Zverev, tu dis? Ouais. Lui, il sort déjà, il va sortir du par contre, tu vois, on revient un peu aussi sur Barcelone. On a commenté la finale ensemble avec Jus, et moi j'ai trouvé qu'il y avait une gestion, une maîtrise sur cette finale de la part de Thiem qui est tout simplement extraordinaire. Alors, il est mené 3-0 après. Medvedev était rincé physiquement dans le deuxième set. 12-1 quoi. Mais cette capacité qu'il a eue, la gestion, même s'il s'est pas énervé, vraiment. Et puis c'était du beau tennis. On dit que c'est un bûcheron. Mais là, je trouve aussi, pour battre Nadal, il l'a fait, il a bien utilisé les amortis. Attends, donc, ça, tu vas nous en parler après ça. Mais non, donc truc tactique, c'est ça, les amortis. Il en a tenté 6 en finale, il en a réussi 5. Contre Nadal. Alors, c'était extraordinaire. Toi qui connais plutôt pas mal Dani Medvedev, il faudrait que tu lui dises, soit Gilles Servera, soit Jean-Henri Lisnard, alors à son entraîneur, qu'il progresse sur les amortis Medvedev. Parce que par exemple, à Monte-Carlo, il bat Djokovic. Mais durant le match, Djokovic lui fait 12 amortis, il gagne que 2 points. Il n'arrive pas à jouer les amortis. Il n'a pas la main, il ne sait pas où la mettre. Il n'a pas la main. C'est une catastrophe. Et là, vraiment, c'est un. Regarde déjà les progrès qu'il a pu faire au filet, parce que je te rappelle que c'était quand même. On n'était pas loin du calamar. Il ne monte pas quand même très très souvent. Non. Mais bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Mais attends. Eric Amadi, il est moins physique dans son jeu. Après, il reste plusieurs semaines avant Roland Garros, donc il peut augmenter son niveau. Tout le monde est d'accord là-dessus pour Nadal? Ouais, mais il va augmenter son niveau s'il gagne des matchs. C'est ça surtout. Ouais. Madrid. C'est pas qu'en s'entraînant. Madrid va être déterminant. Guillaume Mauger, Rome révélateur car la terre battue est similaire à Paris. Alors, plus à Rome qu'à Madrid, bien sûr. Guillaume, le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout quelle sera la terre battue de Roland Garros. Déjà, aussi. Bah oui, nouveau central. Alors, il n'ira pas sur le Simone Mathieu, sinon ce sera une émeute. Non. Mais que ce soit le central. Alors, normalement, l'Anglaine, je pense qu'il n'a pas été trop touché. Mais bon, le central sera un nouveau terrain. Ça a été entièrement détruit et reconstruit, donc effectivement. Ça, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Oh là là, mais vous êtes 150 millions là. Qu'arrive-t-il à Alexandre Zverev qui est complètement à côté de son tennis ces derniers temps? Panique, c'est un cercle vicieux chez Zverev. Parce que moins il gagne, plus il panique, et plus il panique, moins il gagne. Je vous dis un secret et après on part sur la tactique d'Obésix. Normalement, j'ai pas le droit de... Non, mais parce que là, je peux perdre... Le mec s'auto, j'ai pas le droit de vous le dire. Non, je peux pas vous le dire. Je peux perdre mon contrat sur le Rolex Monte Carlo Masters. Puisque je suis... Mais on est entre le mec qui fait le Master of Ceremony sur le cours des Vas-y, accouche, on va pas t'encourager. J'ai le droit d'aller dans le Players Lounge. Normalement, aucun journaliste n'a le droit d'aller dans le Players Lounge. Et moi, ce que j'adore, c'est aller dans le Players Lounge pendant les matchs. Et tu vois, tu te mets sur un canapé comme ça, et puis discretos, t'écoutes. Alex Zverev, quand il perd à Monte Carlo, il rentre dans le Players Lounge. Donc il perd en 8e. Je m'en souviens même pas. Il perd en 8e. Il perd d'entrée. Non, il perd en 8e. Attends. Merde, il perd quoi? Non, là, il perd d'entrée à Barcelone contre Jarry. Oui, ça oui. Non, il perd en 8e à Monte Carlo. Mais contre qui? Je me souviens plus. Enfin, la honte. Bon, toujours Fonini. Ah oui. 7-6-6-1. Ouais. Et donc, il rentre. Il y a un espèce de bar comme ça, il s'affale, il se prend la tête comme ça là sur le bar, mais il n'y croit pas quoi. Il n'y croit pas. Et il en parle bien évidemment à son entourage en disant mais comment je peux jouer comme ça? Et après, bien évidemment, ça commence à discuter, tatati, tatatata. Et donc tu apprends que donc il vient de se faire larguer par sa gonzesse. Eh oui, mais ça n'a l'air de rien. Non, mais ça fait partie. L'amour explique. Non, mais tu te rends pas compte, ça explique tous les résultats. Pas tout, mais ça. On parle technique là. C'est d'amour qu'il faut parler. 5 minutes. Ça fait partie d'une espèce de confort mental d'un joueur. Quand il n'y a rien autour de penser en pensée négative, ça lui permet de ne penser qu'à son jeu. Noah a toujours dit qu'il a gagné Roland parce qu'il était bien avec sa nana de l'époque, Jill, l'américaine. Exactement. Il l'a toujours dit. C'est la cause numéro 1. Et il l'a pas gardé longtemps. Mais toujours. Bon, donc il y a ça. Ça se passait bien. Derrière, il change d'agent aussi. Il change de manager. Ça se passe très très mal. Là, on parle de procès et compagnie, donc aussi perturbation par rapport à ça. Papa Zverev. On le voit plus. Est malade.
Donc il y a des soucis de santé du côté de son père. Enfin, c'est un espèce de bordel autour de lui. Et le mec, il n'a absolument pas la tête au jeu. Enfin, pas en ce moment. Ça fait déjà, quand l'environnement est bien, il est quand même sujet au stress, Zverev. C'est pas simple, mais effectivement, si autour de lui, les lignes commencent à bouger un petit peu comme ça, et Lundell, l'association avec Lundell, ça reste un mystère, parce qu'on ne voit jamais Ivan Lundell. Peut-être qu'il le conseille par téléphone. Et il y a Yann Patafouin qui dit il bouffe 4 pots de cornichons. Effectivement, c'est le truc que j'ai pu remarquer. Alors, il bouffe des... Alors, si vous voulez être copain avec Zverev, avec Sacha, vous lui offrez des cornichons. Il bouffe comme ça les cornichons. Il adore ça. Il bouffe tous les cornichons. Bon, cornichon man. Donc, Roland Garros, non, pas Roland Garros. Estoril, cette semaine. Munich. Estoril, attends, parce que Estoril... Estoril, réveil de Tsitsipas qui était de série 1. Estoril, on a Tsitsipas, c'est vrai qu'on a Tsitsipas à Estoril. Qui d'autre? Mon fils. Oh la vache. Fonini, c'est un beau tournoi. Ouais. Lajovic, le tenant. On a quand même les 2 finalistes de Monte-Carlo. Souza qui était Chardy, on a Chardy avec Cédric Feline. Il y a tout un travail aussi très intéressant, j'en ai parlé beaucoup avec eux aussi. Donc, je vous attends à Estoril. On est lundi. Ok, on a le tableau. J'ai pas disséqué le tournoi. Ah bah voilà, alors voilà, il y a une émission, monsieur ne prépare rien. Non, mais c'est pas ça. Réveil de Tsitsipas. Ah oui, là, il se lance là. Donc après cette finale qu'il a ratée. Donne-moi le tableau. J'ai pas le tableau, moi j'ai noté mes petites notes. Mais c'est quoi le tableau que t'as là? Ça, on va en parler vite. Ah, c'est Bordeaux. C'est Bordeaux. Donc, Estoril, Tsitsipas. Oui, parce que c'est un... Il avait Fonini. En plus. Fonini. Oh non. Fonini, je crois pas. Non. Et ben moi je vais dire mon fils. Le retour de mon fils. Ah non mais il est obligé. Il est obligé de gagner ce temps. Et à München, il va jouer d'ailleurs le vainqueur d'Opelka Souza, pas Joao, Pedro Souza. Ouais, donc ça va. Munich, on a Zverev, on a Kachanov. Fini. Fantôme. Cecchinato. Ouais, alors il était... Pella. Cecchinato, il était pas... Pella. C'est pas un peu ton Cuevas de ces années-là, de cette année, le Pella? Ce qui est marrant, c'est qu'il n'est pas surpuissant, mais il est là et c'est celui qui a gagné plus de matchs sur terre battue. Les gars, tous les ans, il y a un mec qui joue tous les tournois, qui gagne des matchs à l'appel, et ben il va Roland cramer. Cecchinato. Non, qui arrive Cecchinato l'an dernier. Oui, mais qui perd au premier tour. Parce que le mec, il fait demi. Oui, non, mais c'était l'exception. Pas Cecchinato l'année dernière, mais oui, il avait beaucoup joué, mais tout en rappelant qu'à Munich, il y a Paire aussi. On n'en parle pas de Benoît. Il joue Schwartzmann au premier. Bah ouais, mais Schwartzmann, il a fait quelque chose, Schwartzmann? Il n'a pas eu de chance à Barcelone. Il joue les qualifs, il perd d'entrée sur team. D'accord. Mais moi je verrais bien Cecchinato en à Munich, terre battue lourde, là, bien J'aime bien ces petits 250. J'aime bien moi, c'est complètement vert ça. Il est bon. Et ben moi je vais dire Zverev. Il est chez lui. Je pense qu'il doit quand même il doit en avoir marre là. Il doit en avoir marre d'être pas possible. Et puis allez, on finit avec le challenger de Bordeaux où on a quand même Pouille en 1. On a Lucas Pouille en 1, Adrian Manarino en 2 et Jo-Wilfried Tsonga en 3 en tête de série. Est-ce que Lucas Pouille peut battre à l'heure actuelle Tommy Robredo qui pourrait être le rendez-vous de ces deux gars en 8e de finale? Moi je ne le verrais pas gagner le tournoi. Je te dis pas hyper sur Robredo. Pouille, tu le vois pas aller au bout? Moi je ne vois pas aller au bout. Ce serait quand même dingue. Son gars, il peut avoir d'entrée. Mais par contre, s'il gagne pas le tournoi, c'est là où c'est à double tranchant. Ouais. Et je trouve qu'il a quand même, il est entre guillemets couillu d'aller jouer un challenger. Ouais. Parce que soit il le gagne. Oui, il est obligé. Non, il faut des matchs. Non, tu peux aussi faire l'inverse et tu vas repartir dans un schéma d'entraînement. Il est couillu parce que soit il gagne le tournoi et on va lui dire c'est normal. Et ça peut l'aider à leur relancer un peu la machine. Soit il perd sur un match un peu difficile à la con. Et là, il se met encore plus la tête sous l'eau avant Madrid, Rome et Roland. Donc c'est assez couillu quand même d'aller jouer là-bas. Manarino, on oublie, de toute façon, sur terre battue. Il sort d'une entorse au pied. Enfin, sur terre, je crois qu'il a... Ouais, mais il n'est pas dans la meilleure place. Tsonga, on rappelle, donc abandon à Monte-Carlo après sa vie à Marrakech avec son histoire de diapan, là, je sais pas ce moi, c'est peut-être Joe qui peut peut-être aller... Ouais. Joe, enfin, c'est tout à fait le genre de tournoi qui peut se gagner tranquillement en marchant. Quand même, et pourquoi pas un Greg Barrère qui est dans la partie de Lucas Pouille Ça reste un challenger, mais regarde. Il y a du monde. Je te dirais pourquoi, parce qu'ils sont trop copains. Ils sont trop copains ensemble, les Barrères, trop de respect pour Lucas Pouille. Son gars, il peut jouer Troïki, le Victor Troïki. Non, mais je suis d'accord, il gagne plus un match, il a chuté au classement, mais c'est pas non plus si simple comme premier match pour son gars. Bon allez, justement, pour gagner un tournoi sur terre battue. C'est pas pour gagner un tournoi. Bon, un match. Mais ce que je vais vous expliquer, parce qu'on a parlé de la glissade, on a parlé on est en terre battue, et c'est quelque chose pour moi que
je trouve un très important et que j'adore. Alors attends, tu nous parles de quoi là? Je vous parle de l'amorti. Comment jouer une amortie? Alors sur terre battue. Ah bah oui, sur terre battue, mais même j'ai envie de dire sur toutes les surfaces. Mais l'amorti est vraiment une arme, comme on peut l'entendre, bien sûr. sur terre battue? Moi, je trouve même que les joueurs n'utilisent pas assez l'amorti. Maintenant, il y a un Dustin Brand qui a gagné le tournoi de le Moratoglou, dont un match où il a fait 72 amortis dans un match. Maintenant, faut pas non plus... Alors lui, il a joué à l'excès, et je pense qu'il maintenant, il n'irait pas gêner un top 10, mais... Un Dominic Thiem qui l'a très bien fait contre Rafa Nadal, qui est un joueur qui joue très loin de sa ligne. Une dizaine de fois, une petite dizaine de fois par match. C'est une arme. Et ce que me disait Jus, vas-y, redis-le-moi, dans les années 30. Non, mais c'est vrai, comme le premier joueur qui est monté au filet s'est fait siffler dans l'histoire du tennis. Et c'est vrai que quand on faisait des amortis jusqu'aux années 30 à Roland-Garros, on se faisait régulièrement siffler. C'était considéré comme quelque chose de mal. Anti-fair. C'était pas fair play. C'était pas fair play. Il y a encore des gens qui pensent à ça. Bien sûr. Et ça me gêne parce que moi je suis un dingue de l'amorti. Et ben moi, tu sais, le premier qui m'a subjugué avec ça à Roland-Garros, c'est Guga. Ouais. J'ai trouvé que Guga l'utilisait très très bien. Il l'utilise bien. Ah, Marcelo. Attends, juste une petite aparté. Il y a Dams là, qui revient sur Joe à Bordeaux. Il dit ça dépend si Joe, son geeks, donc, se rend à Bordeaux en voiture ou en avion. Alors, il n'y va pas en avion, ça c'est sûr et certain. Et sachez qu'après Bordeaux, quel que soit son résultat, il part à Barcelone s'entraîner dans l'académie de Sergi Bruguera, qui fait partie de son team. Parce que comme ça, après, il peut aller à Madrid sans prendre l'avion, sans rien. Et donc, mais enfin, ça va quand même être emmerdant cette histoire de rap. Non mais ce qui est quand même dingue, c'est qu'on n'en a jamais entendu parler, là depuis un an il peut plus jouer. C'est quand même dingue. Il y a Charlotte, bonjour les petits lots, je vous vois. Charlotte Gabas. Charlotte, où tu es? Charlotte. Elle revient bientôt. Benoît. Alors, l'amorti. Chose très importante parce que très souvent... C'est quoi, c'est rond? Ça c'est l'amorti. Tu me joues, tu me fais une amortie. Ah bah, d'accord? J'aimerais bien. Chose très importante, une base, mais à tous les niveaux, hein. Sincèrement, que ce soit vous soyez top 10, que vous soyez 300 mondial ou 15-5 dans votre club, les matchs pareils qui vont commencer bientôt en mai, terre battue ou même sur dur, une amortie se joue toujours droit devant. Vous êtes, donc on va dire que vous êtes là, vous allez jouer l'amortie soit ici, soit là. La zone à jouer sur l'amortie, c'est droit devant. Je joue ici. Le plus long possible, c'est ici. Voilà. La contre-amortie se joue là. Donc là, moi je suis là, on me fait une amortie qui tombe là, je cours. Je joue droit devant. Droit devant à chaque fois. Pourquoi? Je t'explique pourquoi. Un joueur qui fait une amortie va se retrouver ici ou ici. D'accord? Dans cette zone-là. Si tu joues croisé ton amorti, qu'est-ce qui se passe? Il est sur la trajectoire et toi... Il intercepte et il fait une volée. Il intercepte et là, tu ne peux pas couvrir toute cette partie-là. Non, mais on n'est pas tous non plus des Medvedev. On a de la main, tu vois. D'accord. Donc imaginons que je te fasse une contre-amortie rétro juste là ou contre-amortie croisée. Ah non, mais non. Je t'explique. Tu ne me feras jamais une amortie courte croisée. Pourquoi? Parce que, mais non, c'est trop difficile. Et puis même, l'adversaire est sur la trajectoire. On en voit réussir à faire... Ouais, mais non, mais c'est des coups exceptionnels qui tombent à ras du filet. Ah d'accord, ça reste exceptionnel. Bien sûr, là, tu joues là. J'ouvre tout mon cours. Mais oui, tu perds tout le point. Tu perds le point. Le mec joue où il veut là. D'accord, j'ouvre mon cours. Que si tu joues long de ligne, qu'est-ce qui se passe? Toi, à ce moment-là, tu joues en face, tu peux te revenir vers le centre, te replacer. Et tu couvres, parce que lui, il est obligé de venir ici jouer. Et là, tu couvres cette zone-là, et cette zone, elle arrive encore un peu plus croisée. D'accord, s'il est là. Mais s'il est resté au fond, imaginons, il recule un petit peu. Eh ben, pareil, très bon exemple. En général, il va te lober. Le mec, il se met là. Eh ben alors, sur 10 coups, un joueur qui frappe un coup en reculant, lobe. Déjà, il n'arrivera jamais à trouver cette zone-là. Encore moins cette zone courte croisée. À la rigueur, le lobe. Et encore. Et tu feras l'expérience sur une amortie, que ce soit côté droit ou côté gauche, tu joues droit devant, sur 10 points, tu en gagneras 9. Parce que automatiquement derrière, eh ben, tu couvres tout le terrain. Tu couvres tout ton filet. Et là, l'adversaire est vraiment dans la mouise. Alors, à moins que l'amorti soit complètement ratée, et là, tu peux venir frapper fort sur l'adversaire ou croiser, où là, il n'y a aucun problème. Mais 9 fois sur 10, même 10 fois sur 10, sur une amortie, jouer droit devant. On peut effacer là. Vas-y. Ça marche? Ce qui m'a marqué, moi, les gars, Thiem contre Nadal en demi
à Barcelone, tu dis souvent, on en rigole souvent parfois, c'est que Nadal parfois est tellement loin derrière sa ligne de fond que Kyrgios a eu raison de faire un service à la cuillère à Acapulco. Mais c'est vrai qu'il l'a bien utilisé à chaque fois qu'il voyait que Nadal était loin derrière la ligne de fond. Il a quand même réussi à lui couper les jambes une paire de fois. C'est une arme. Et c'est vraiment, pour moi, et je l'ai travaillé un maximum de fois à l'entraînement, de jouer droit devant. Tu joues droit devant, tu pousses, derrière tu es au filet, tu couvres ton court. Si tu joues croisé, tu es déjà en retard pour aller jouer, chercher cette zone longue ligne ou même au centre. Oui, mais donc tu fais passer ta balle à l'endroit le plus bas du filet, tu as quand même une petite marge de sécurité. Parce que si là, tu es là, l'amorti, elle est parfaite. Tu dois la faire passer longue ligne sans trop la lever, parce que sinon tu laisses du temps à l'autre pour reculer. Mais même c'est quand même super compliqué. Non, même si tu joues une balle un petit peu haute, un peu flottante, c'est toujours... Tu l'obliges à reculer. Voilà, tu fais reculer ou tu l'enfermes dans une zone. Mais attends, non, arrête avec tes traits. Parce que là, je suis d'accord, mais tu nous parles d'une réaction. C'est-à-dire là, je suis réactif par rapport à l'amorti de mon adversaire. Ouais. Quand dois-je faire un amorti sur ta battue ? C'est ça qui m'intéresse. Parce que tu vois, j'ai l'impression que j'ai vu des mecs faire... Même team, des fois, tenter des amortis, alors qu'ils sont loin derrière la ligne de fond, l'autre n'est pas vraiment en arrière. J'ai trouvé que c'était pas une bonne idée à ce moment-là. Après c'est pas une question d'idée aussi, c'est un peu de sentir aussi le jeu. Si ton adversaire, comme Nadal, et tout le monde joue pas Nadal, mais qui est 5 mètres derrière sa ligne de fond de court, déjà le mec, il a 5 mètres à faire, d'accord ? Alors, et tu vas le sortir de sa zone de confort. Donc déjà, c'est un peu plus compliqué. Maintenant... Qu'est-ce qui est un peu plus compliqué ? Ah, que lui fasse une amortie ? Non, que lui vienne jouer ton amorti. Et oui. S'il est 5 mètres derrière. Donc, un mec, on va dire que si t'es pas trop loin de ta ligne de fond de cours, là, t'as un mec, sa zone de confort, là, il faut le bouger ? Là, il faut le sortir et effectivement, faut ce qu'on appelle l'attirer au filet. D'accord. Parce qu'automatiquement, il peut être en retard. C'est un crevard de fond de cours, c'est un humeur, quoi. C'est le mec qui va renvoyer la balle. Maintenant, ce qui est très important pour une amortie, pour jouer une amortie, l'amortie, on va dire que la balle est ici. Une amortie se joue en avançant et pas arrêtée. Une amortie, ça se joue comme une attaque. Ça veut dire qu'il faut aller au-devant de la balle. C'est-à-dire que tu l'accompagnes ? Voilà, exactement. Si tu joues ton amorti et que tu la joues arrêtée, tu as de fortes chances que la balle te reste dans la raquette. Ouais, d'accord. C'est comme si tu veux faire, tu vois, un coup droit, un revers slicé et monter au filet, faut que tu la joues en avançant. C'est un coup d'attaque, une amortie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est mieux côté revers que côté courant. Oui, mais c'est évident. Regarde, une amortie, c'est comme ça. Regarde, une amortie, c'est comme ça. Là, je vois que le gars, il est super loin. D'accord ? Vas-y. Hop. Je me dis, je vais lui frapper un putain, et au dernier moment, hop, et là, je la suis. Après, alors, il y a beaucoup plus de subtilité que ça. Parce que quand tu arrives à un certain niveau, les joueurs qui ont des prises fermées, au dernier moment, vont faire prise fermée, hop, la raquette va tourner dans la main. Ce que fait Tim. Voilà. Et après, comme dit Julien, il y a aussi une chose très importante. Tu as l'amorti côté coup droit et l'amorti côté revers. Naturellement, parce que tu tournes les épaules, l'amorti est un peu plus facile à jouer côté revers. Et je vais te dire, l'amorti, il le fait super bien. L'amorti est encore un peu plus facile à jouer côté revers, long de ligne, que croisé. Pourquoi ? Parce que tu as une rotation de l'épaule qui fait que tu peux la sortir. Et juste pour finir, côté coup droit, plus compliqué, parce que côté coup droit, tu as tendance et naturellement à être un peu de face. Et là, pour aller la jouer, c'est un petit peu plus compliqué. Question. Time. Pierre Médy, en 4e série, ça passe le contre-amorti croisé-court. Oh merci Pierre Médy, voilà. Mais toi, t'as été 100e joueur mondial. Moi, je te parle de joueur de 4e série, quoi. Oui, mais attends, ça dépend. Si tu fais une contre-amorti qui est glissée juste derrière le fil, automatiquement, ça marche. Il a raison, Médy. Non, mais c'est vrai. Attends, regarde, moi, je suis avec Stéphane Houdet. Moi, j'ai un unijambiste en face de moi. Je peux te dire que je me gêne pas. Tu lui réponds. Ça, c'est petit. Tu lui réponds. Non, surtout que Stéphane, il va tellement vite qu'il l'aurait. On va lui dire, maintenant, arrête les contre-amortis, essaye de jouer droit devant le plus long possible. Tu verras combien de points tu remportes par rapport à une amortie contre Maxime Goutan, d'accord, mais si tout le monde joue droit devant, l'autre va anticiper. Si à chaque fois on lui fait l'amorti comme ça, il va se dire attends, c'est bon, j'ai compris, quoi. Benoît, parce que l'adversaire, admettons, ta balle arrive ici. L'adversaire anticipe, d'accord ? Ok. Coup droit, on va dire qu'il est droitier, ou ici. Ouais. Mais va tirer un passing. Quand la balle est là, toi, hop, tu peux venir reprotéger ton... Je suis d'accord. Tu fermes les angles. C'est ce qu'on appelle fermer les angles. Donc c'est toujours plus pas besoin de puissance. Là, c'est la précision qui va jouer. Précision. Donc ta balle, même une balle morte, c'est mieux. Parce qu'il ne pourra pas s'appuyer dessus. Exactement. Une panenka. Non mais écoutez les loulous. Non, mais vous vous rendez pas compte des cours gratuits là. Il faut checker la position de l'adversaire, mais ça va tellement vite, c'est chaud. C'est vrai. Vive le retour aux raquettes au bois, les petits amis. Ouais, t'as raison. Corentin Gagnon, Benoît, ça sent le vécu. Ah ouais. Ah mais moi les amortis, j'adore ça. Mais purée, quand tu t'en bouffes une, tu flippes. Moi je sais qu'en courant sur l'amorti,
j'ai les neurones qui s'entrechoquent dans tous les sens parce que je me dis qu'est-ce que je vais faire? Parce que le gars qui te fait une amortie au centre du cours, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la mets là, profonde, au centre? Non, là pour le coup. Après ça dépend. Parce que sinon tu vas ouvrir des angles. Ça dépend si tu es facile. Non, parce que à partir du moment où tu es ici, tu vas jouer l'amortie, tu la joues là. Ou là, tu peux venir vite fermer ton angle ici ou ton angle là. Donc tu pousses l'adversaire à tirer un passing quand même. Donc non, pas le centre. Après, c'est pas bête aussi de jouer ici. Parce que là, effectivement, tu fermes tous les angles. T'as un John Isner qui fait 2,08 m, le temps qu'il recule avec ses jambes. Mais c'est ça. Parce que là, pour le coup, c'est pas une question de puissance sur une amortie, c'est une question de précision et de limite, comme on dit dans le jargon, déposer la balle avec la main le plus profond possible. Ben voilà, Pierre Mehdi, merci au Basics. Je vais essayer de jouer droit devant sans me prendre le filet. Oui, sans me prendre le filet. Et qui nous fasse un petit retour. Ben ouais, fais une vidéo et voilà. Le truc. Et il y a Olivier Tellen qui dit il en a fait beaucoup des amortis gagnants de Juju. Moi j'adorais. Parce qu'en plus avec mon revers à une main et mon slide, et je me rappelle, pour avoir joué Nadal sur terre battue, ça m'avait apporté pas mal de points. J'avais pas gagné au bout du compte. Parce que quand il joue contre moi, il en fait jamais parce que je suis tellement rapide. il sait que ça sert à rien. Non mais vas-y. Le meilleur en amorti pour vous, c'est qui aujourd'hui sur le circuit? C'est pas évident. Hein. Pour moi Nadal a une main extraordinaire sur les. Il en utilise quand même. Allez, on oublie les grands là. Dans les. Celui qui non mais quand tu vois, il faut aller voir les vidéos de Dustin Brown parce que Dustin Brown, je trouve que Fonini est très fort aussi. Les Italiens sont pas mal, même Cecchinato. Cecchinato. Attention. Allez les loulous. J'ai mis où ma bouteille d'eau moi? Je ne sais pas. On fait quoi maintenant? On va parler un peu des filles. On parle jamais des filles parce que là je peux vous dire que pareil, encore une fois. Le quiz les gars. Le quiz. Le quiz. Allez, celui-là. Moi j'ai préparé des questions les amis pour vous. Allez. Attends. Ouais, c'est ça le truc. Vas-y. J'ai préparé des questions. Bon, allez, on y va, vite. Attends, quiz. Personne ne pense à Federer pour Roland. Le gars, c'est quand même 5 finales à Roland. Ouais, c'était Federer. Il y a longtemps. Bon, une bonne réponse. Donc, et quoi, c'est celui qui répond le plus rapide. C'est quoi le thème? On joue à Munich cette semaine. Je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un truc sur les joueurs allemands. Quelle belle bourgade. Le tennis allemand, c'est quand même une grande nation du tennis. Depuis longtemps, il y a des tours d'échauffement, les gars. Attention, Munich, ça va être facile. C'est vrai, allez, les joueurs allemands. On cherche des joueurs ou des joueuses. Quelle joueuse allemande a remporté l'Open d'Australie en 2016? Kerber. Pas chercher midi à 14h. Ce sont les premiers jeux. J'étais sur Ranké ouvert et tout ça, 2016. Oui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. 1-0 pour Julien. Quel joueur de tennis allemand célèbre pour être l'un des premiers à porter sa casquette à l'envers? Marc Goldner. Comment? Marc Goldner. Purée, t'as raison. A remporté le tournoi de Nice en 1993. Grâce à la casquette. Je le commentais ce match-là. Quel est le seul Allemand à avoir atteint une finale ATP depuis le début de la saison 2019? Kohlschreiber. Ah non. Il n'a pas fait de finale? Où ça? Ah non. Cherchez pas midi à 14h, c'est des tours de chauffe là. Allez. C'est je trouve, non? Non, je trouve qu'il n'a pas fait de finale non plus. Eh mec, non, allez, on passe. C'était Zverev à Acapulco. Oh non! Bon. Quel est le dernier Allemand à avoir battu Rafael Nadal? Zverev. Il l'a jamais battu. Allez les amis. Le dernier joueur à avoir battu Nadal, le joueur allemand. Je ne sais pas que je vous coincerai avec cette question. Ouais. Dustin Brown, Wimbledon 2015. Ah oui! Eh oui les amis, finale de la... Attention, rapidité, vintage. Finale de la Coupe Davis 88, l'Allemagne bat la Suède 4-1. Le vendredi avant que Becker ne batte Edberg, qui a apporté le premier point à l'Allemagne en battant Wilander? Michael Stich. Non, Kalou Steb. Encore un point pour Julien Varlet qui mène 3-0. Quel junior allemand, vainqueur de 3 grands chelems de suite? Daniel Esner. C'est fait pécho au lit avec 2 nanas, une bouteille de vodka et un joint de cannabis. Non mais c'est vrai, Ah oui, Daniel Esner. Il avait un talent ce joueur, Stéphane. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Rien. Quelle joueuse allemande a joué son premier Roland Garros chez les seniors à 13 ans et 9 mois? Anke Huber. Non. Steffi Graf. 5-0. Quel joueur Je suis chaud bouillant. Avec qui Boris Becker est-il associé lorsqu'il remporte la médaille d'or au... Michael Stich. 6-0. Allez, on va continuer pour Non, mais associé, moi je pense que j'étais Yann Thiriat. Allez, on va continuer pour le panache. Quel joueur allemand atteint les demi-finales de l'Open d'Australie en 2006 où il est battu par Roger Federer? 2006, demi-finaliste, un Allemand, battu par Federer. Mince. Il était taillé comme un... 2006, comment il était taillé? Sa mère était française. Schüttler. Sa mère était française. Rainer Schüttler. Non.
Sa mère était française. Bon allez, on passe. C'est Nicolas Kiefer. Ah non. Roland Garros 94. Quel joueur allemand qu'on n'avait presque jamais vu avant et qu'on ne reverra plus après Bernd Karbarer. atteint les quarts de finale, non, où il obtient 2 balles de match au 3e set contre Magnus Larsson, un Allemand. Quart à Roland, il a 2 balles de demi. Karbarer, il était pas allemand? Si, mais c'est 96. Müller. C'est 96, Karbarer. Et il n'a pas eu 2 balles de match en quart. Qu'on reverra jamais. Un Allemand en quart de Knossi. finale. Non, en quart de finale, un Allemand contre Larsson. C'était Henrik Dreckmann. Ah oui. Quel est actuellement La dernière. quel est actuellement le meilleur Allemand de moins de 20 ans au classement ATP? Ah, Benoît, tu nous fais un 0 pointé. Non, attends. Ma chatte. Tais-toi. Moins de 20 ans. Moins de 20 ans, allemand. Moins de 20 ans. Molekar. Molekar. Oh là 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 là. Warning, monsieur Lapiche. C'est une forme olympique. Benoît joue tout seul, juste qu'il réponde à une question. C'est fabuleux. Quel ancien joueur allemand est aujourd'hui le directeur du tournoi de Munich? Non, ça, il n'y a pas. J'en sais rien. Quel joueur allemand était surnommé Boum Boum? Boris Beck. Ouais. Ah ouais. Oh la vache. Je savais que tu serais bon Ah, sur les la joueurs vache. allemands. Ah mais je suis très bon sur l'Allemagne. Ah la vache. Mais attends, mais je vais t'appeler Obésix le teuton. Mais non, mais c'est dingue, le gars qui pointe le Il a joué truc. plein de fois en Allemagne. Oh le dingue. Attends, mais purée, mais il y en a plein qui savaient. Oh, c'était pas si dur. Il y en a qui disent que je peux signer au PSG. Ah vraiment les gars, oh, non. Ah non, mais attends, les joueurs sont prêts. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on parle des filles un petit peu, les loulous. Alors, j'explique un peu le titre, parce que le réalisateur, Adrien Yo, qui n'a pas la lumière à tous les étages, n'a pas compris le titre. Kvitova gagné. Kvitova quoi? Kvitova gagné. Bien vu. Moi non plus, je sais pas compris. Kvitova gagné. Ah. Oh non, c'est... Oh. C'est tiré par les. Hein. Ah bah oui, mais vous êtes marrants, vous. Bah oui, mais bon, il faut les trouver, les titres aussi. Bon. Ouais, bah toi aussi, t'as pas... C'est vieillot, ça. T'as pas payé l'EDF partout, là. T'es resté au niveau du basement. Non, mais c'est fini. Les jeux Bon, on y va. C'est interdit par la loi, les jeux. On rappelle donc que Petra Kvitova se retrouve à... Deuxième 136 petits points de la première place mondiale de Naomi Osaka. Première place mondiale que Petra Kvitova n'a jamais occupée depuis le début de sa carrière. Ce qui est quand même complètement dingue quand on connaît sa carrière. Je me trompe ou il y a moins de 500 points entre la première et la 10e en gros? Ah oui, c'est un peu peu ça. ça. Ah, mais Donc à Roland, c'est elles seront 10 à pouvoir être première. Bah comme à l'Australian Open. Ça n'avait pas commencé déjà à Roland Garros l'an dernier cette affaire? Ah, Vous étiez je 9 sais ou je sais plus. plus quoi Ah peut-être. Je sais plus, enfin moi un truc de dingue. Ouais. Moi, je voudrais savoir par rapport à Kvitova, puisqu'on parle toujours de Roland Garros avec Nadal gaucher, Kvitova gauchère, peut-être certainement plus douée au service que Rafael Nadal, en tout cas beaucoup plus régulière, qui est capable de venir au filet, on le sait, quand elle a gagné Wimbledon, elle était quand même très douée dans cet exercice. Est-ce que cette fille, qui n'a jamais fait mieux qu'une demi-finale il y a... C'est une joueuse de rapide. Ouais mais c'est sa saison. Moi on regardera. Moi je l'ai annoncé gagnante à Roland Garros. Quand? Si vous vous rappelez. Ah bon? Bien sûr. On n'a pas enregistré, on Non mais a fait ça n'a pas enregistré. Non, alors là, pas de soucis. Non mais là, j'ai gardé mes notes. là, Pas de je soucis. prends. Bah, Là tu me dis que moi, Petra je pense- Kvitova cette année Oui, je pense qu'elle va est gagner. une, enfin, Ouais. voire la favorite Ah, pour Roland. Tu sais que plus personne Moi, je l'avais- n'a fait le bon pronostic dans un mois avant un grand chelem féminin depuis 10 ans. Attends, rappelez-vous, je vous avais dit déjà Madrid, elle gagne un peu trop tôt pour moi à Stuttgart. Après, pas oublier, mine de rien, Benoît. Madrid, elle a Stuttgart- gagné 2 fois. Hein. Oui, mais pas oublier non plus que Stuttgart est de la terre indoor. On joue pas en extérieur. Oui. Donc, Ouais. mine de rien, ça reste quand même un peu d'indoor. Ça accélère le jeu. Mais pour moi, effectivement, son jeu de gauchère, elle a l'air affûtée, elle a l'air bien dans tous les compartiments. Oui. Je pense que son jeu de gauchère, si elle va trouver encore un petit peu plus d'angle, va gêner beaucoup et quasiment toutes les joueuses à Roland Garros. Donc effectivement, on est encore un peu loin de Roland, mais il faudra vraiment compter sur elle. Et moi, je la vois aller chercher le titre où elle en sera vraiment pas loin. D'ailleurs, on rappelle qu'il y a Thiem et Federer chez les mecs qui ont gagné au moins 2 tournois. 2 tournois depuis le début de la saison. Chez les filles, il n'y Personne. en avait aucune. La Kvito y est. Victoire à Sydney, finaliste à l'Open d'Australie, finaliste à Dubaï ou à Doha. Attends, je l'ai noté, je me souviens. Oui, à Dubaï, finaliste à Dubaï. Et là, la victoire à Stuttgart. Alors, question que je pose tout de suite, où sont les Serena Williams et les Maria Sharapova? Est-ce que ces filles, on va les revoir? Bah, ça rejoint ma question. Comme ça, on fait les. Est-ce que c'est pas finalement, tu la donnes pas
gagnante par défaut parce que les autres sont pas en forme. Non, parce que Serena Williams, elle aura pas le rythme. Sur terre, ça va être dur. Sur terre, c'est... Osaka, sur terre battue, c'est pas son truc. Je pense qu'Osaka, ça va être... Et Alep, alors? C'est la seule qui peut peut-être venir embrouiller. Ça serait Alep par sa régularité, par son expérience. Mais voilà... Non, trop loin. Garcia Kvitova, non? Non, moi je verrais un peu trop. Tu vois, même une Sloane Stephens, une Madison Keys, c'est pas assez régulier. Geoffrey Andolfo qui dit une Française soulève le trophée Roland Garros, rêve ou réalité? Je rebondis puisque tu l'as annoncé, évidemment là. Mais non, mais j'oublie Caroline Garcia, même si pour moi c'est celle que je vois la plus on va dire la plus complète pour pouvoir le faire. Mais cette association qui est maintenant officielle et effective, et on l'a vu à Stuttgart, à Istanbul, Kiki Mladenovic avec Sacha Marin, est-ce que c'est pas justement le petit truc en plus qui peut lui permettre, parce que on rappelle que là, deux joueuses du top 100, ça a l'air de rien, hein, mais deux joueuses du top 100 sur un même tournoi sur terre battue, elle n'avait pas fait ça depuis 2017. Cette fameuse période où elle fait finale à Stuttgart, où elle gagne d'ailleurs. Attends, j'ai noté que je vous dise pas de bêtises. Elle fait finale à Stuttgart, elle fait finale à Madrid, et elle fait quart à Roland. Ouais. Donc on sait Kiki Mladenovic, quand c'est à l'endroit, ça peut faire des dégâts. C'est l'année où elle perd contre Serena à Roland. Oui. Donc. Après, elle a gagné le tournoi en double encore avec Babos. Avec Babos. Mais fait. Est-ce que ça peut apporter à ce point-là? Moi, je pense déjà de s'être, comment dire, je l'ai dit lundi, il y a 15 jours, professionnaliser, avoir un vrai entraîneur maintenant, je pense que ça ne peut que l'aider. Et je pense que c'est le déclic pour qu'elle ait de nouveau des bons résultats. Elle a le tennis, elle sait jouer. Donc c'est qu'une question de préparation, d'œil extérieur, lui apporter un peu plus de tactique. Mais on l'a vu déjà au service, tu vois, elle a servi moins fort pour faire moins de seconde balle, où elle était quand même assez attaquable là-dessus. Donc tu sens que... Après, il faut qu'elle l'écoute, hein, parce qu'elle a quand même un caractère... tu vois, donc si elle prend d'entraîneur, il faut qu'elle l'écoute aussi. Maintenant, de là, gagner Roland, non. Ouais, il y a quand même un pas. Il y a Ronan qui dit Pliskova, on n'en parle jamais. Si, t'en parlais l'autre jour. J'en parlais, moi, Pliskova, le problème en même temps, t'as cité toutes les filles, donc il y a forcément... Non, t'es fou, regarde, t'imagines. Non, Pliskova, moi, Pliskova, c'est physiquement, où elle pêche un peu, c'est qu'elle a pas de... Elle est toujours sur le même rythme, elle est un peu, comment dire, pâteau, un peu lourde, un peu lente, même s'il a une très bonne frappe, tout ce qui est en haut se passe très bien, mais sur terre, à un moment, il faut avoir un peu de jus. Et je trouve que c'était le cas de Kvitova avant qu'elle ne fonde, parce que je trouve qu'elle, je sais pas combien de kilos elle a perdu depuis cette histoire de main là, mais quand elle est revenue en 2019, elle faisait facilement 5 kilos de moins par rapport à 2018. Tout en vous rappelant plus que le procès est derrière elle, puisque l'espèce de soirée qui est venu l'attaquer chez elle s'est fait condamner par Anto, les compagnies et tout ça. D'ailleurs, c'est de ça dont on va parler avec la piche, avec notre Bible. Parce que ça me fait penser à un truc, ça, cette histoire. Là. De quoi? D'agression. Eh ben on y va, viens nous raconter, Bon, on est bien d'accord que chez les filles, s'il y a bien une qui se détache un petit peu, on mettrait bien la Petra Kvitova dans l'histoire. Moi en tout cas, c'est celle que je vois... En tout cas, il y a une époque où les choses étaient plus claires dans le tennis féminin, c'était au début des années 90. Quand arrivait Roland Garros, 91, 92, 93, il y avait une favorite. Qui? C'était Monica Seles, qui avant son 20e anniversaire avait déjà gagné 8 titres du Grand Chelem. Non, moi je te suis pas. Moi je mettais toujours Aranxa Sanchez dans l'histoire. Sur terre, ouais. Ah ouais, à Roland Garros, et je t'ai fait. Elle a gagné 3 fois de suite, 91, 91. Non mais d'accord. 90, 91, 92. Ah non, mais elle était quand même... Mais attends, mais c'est elle là? Voilà, regardez. La Monica, je m'en souviens. Les plus jeunes s'en souviennent peut-être plus. Mais Monica Seles, c'est des coups à deux mains des deux côtés, une hargne, mais c'est au-delà de la hargne, je ne sais pas s'il y a un mot. Regardez cette hargne, cette détermination, et ces cris, évidemment, elle était connue dans le monde entier et célèbre des gens qui ne connaissaient pas le tennis, essentiellement pour ses cris, il y a beaucoup de blagues là-dessus, et pour cette énergie qu'elle avait quand elle jouait. Elle n'était pas très populaire quand elle commençait à gagner numéro 1 mondial. Le public ne l'aimait pas trop parce qu'elle écrasait souvent ses adversaires. Et puis on ne trouvait pas ça très, très joli. Et d'ailleurs, elle a écrit un bouquin où elle raconte un petit peu comment ça a été. Bon, rien à voir avec la qualité du mien, bien évidemment. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Et donc elle n'est pas très populaire, elle gagne tout. Hein, et à chaque fois qu'arrive la fin avril, on est fin avril, moi je repense à Hambourg, 30 avril 93. Ah la vache! Elle est favorite. Elle va gagner Roland Garros. D'où le titre, double là. Voilà. C'est sûr quasiment pour tout le monde. Là, on avait retrouvé le tweet de USPN.
Voilà, un 30 avril de 93, la numéro 1 mondiale Monica Seles est poignardée dans le dos, au changement de côté, en quart de finale du tournoi d'Hambourg, qu'elle va sans doute gagner. En tout cas, on attend la finale Graf Seles qui est annoncée pour la finale, qui aurait été le remake de la finale 92 de Roland Garros, qui se termine 18 au 3e pour Seles. C'était génial, ça, on s'en souvient de cette finale dingue. Donc il y a un fou. Enfin, si elle gagnait, elle allait jouer Steffi Graf. Oui, là, elle ne jouait pas contre Steffi Graf. Non, elle mène 6-2, 4-3 contre Manuela Maliva. Elle mène 6-2, 4-3, c'est la fin du match. Et il y a quelqu'un qui saute par-dessus la balustrade, qui déboule des tribunes et qui lui plante un coup de couteau de cuisine dans le dos. Donc évidemment, stupeur, le match est interrompu. Je crois que c'était c'est terrible. C'était une lame très, très longue. Couteau de cuisine. Un couteau de cuisine. Ça passe entre les omoplates. Il y a des blessures évidemment. On voit là sur la photo. Non, on voit pas. Non, on voit le sang là. On voit le sang un petit peu. Non, attention. Non, mais donc elle s'est fait poignarder à cet endroit-là, dans le bas du dos. Enfin, le milieu du dos. La lame passe entre les deux omoplates. Si et ça ne perfore rien du tout. Pas de poumon. Elle n'est pas perforée. Ce sont des blessures essentiellement superficielles. Après, blessures évidemment psychologiques. Mais il lui a donné plusieurs coups de couteau. Non, il a été méprisé. Tout de suite. Il a été maîtrisé. Et tu sais qu'à l'époque, il n'y avait pas les gardes du corps derrière la chaise. Voilà, moi j'ai des choses à vous dire. Ce qu'on sait peu ou ce qu'on oublie sur cette affaire. Juste une question, vous l'avez vu ça? Oui, j'ai des images. Il y a des images sur YouTube, je vous invite à regarder ça parce que c'est assez poignant. Pas en direct à l'époque, mais ça passait sur Eurosport, il me semble. Non, j'ai pas vu. Gunther Parsch. Eurosport, très bonne chaîne, c'est normal. Gunther Parsch, 38 ans, ouvrier au chômage, c'est lui l'auteur du coup de couteau. Ah si, je me souviens de celui-là. Il n'a jamais été derrière les barreaux. Il a été interpellé, il y a eu un procès, il a été reconnu déficient mental, fou. On l'a condamné à de la prison avec sursis pour les blessures qu'il a infligées à Monica Seles, mais on n'a pas reconnu de tentative de meurtre, ce qui peut arriver quand on est déclaré fou par les psychologues ou, tu sais ce qu'il fait les psychiatres. Il est affûteur de l'âme. Non, Julien. Non. On oublie, on fait comme si on avait tu sors immédiatement. Alors, après, en plus, on dit pas affûteur de l'âme. On dirait mouleur. Il a expliqué pendant son procès qu'il voulait avantager Steffi Graf, il voulait qu'elle redevienne numéro 1 mondial, donc il voulait juste la blesser, je voulais pas la tuer, je voulais juste lui faire un petit peu mal pour qu'elle arrête de battre ma Steffi. Un petit coup comme ça. Mais ça veut dire qu'il n'y avait même pas de contrôle. Attends, t'imagines que le mec l'a poignardé comme ça, quoi. J'y arrive, voilà. Il tombe sur elle au changement de côté. J'y arrive. Alors, le moment où il plante le coup de couteau n'a pas été filmé, parce qu'il n'y a pas de plan à ce moment-là sur Monica Seles, donc on voit qu'après, lui qui est maîtrisé par les spectateurs. Oui, parce que je crois qu'on entend un cri. Voilà, exactement. C'est là que les gens la voient pas. Il n'y a pas d'image. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, tout ça, donc il n'y a pas d'image de Seles qui se prend le coup de couteau. Un truc très étonnant, évidemment, toute la pression, c'est un buzz mondial. Tennis Magazine, je ne sais pas si tu as encore... C'est jamais arrivé. Tennis Magazine, lors de son numéro de juin 93, fait un dossier spécial là-dessus. Et montre une photo qui avait été prise quelques mois plus tôt, en février, lors de l'Open Gas de France, où Seles était venu jouer. On voit sur une photo de Seles qui est sur le Il y est, Gunther Parsch est là. Gunther Parsch avec une affiche, on imagine que c'est lui, on ne sait pas, Monica Dead. Non. Le truc... Non mais c'est lui ou c'est pas lui? C'est un peu bizarre ça. C'est un peu flou, on arrive pas. Le truc chelou à mort. Monica Dead, et le mec, il sourit comme ça, et t'as Seles qui est... Mais t'as pas la tronche du mec en photo? Parce que je me souviens de ce gars-là. Gunther Parsch? Ouais, tu sais, il avait le cheveu graisseux, il avait pas beaucoup... Un peu à la Jean-Pierre Mariel, paix et son âme. Non. Mais si, il avait ses cheveux comme ça. Jean-Pierre était pas le droit de faire cette comparaison. Autre chose, parce qu'attention. Toi aussi, tu vas sortir. Un truc anecdotique, on rebondit pas dessus. L'affaire a inspiré une pièce de théâtre en 2014 en Espagne, qui s'appelle Ascension et chute de Monica Seles. C'est du théâtre de poche. J'ai vu la bande-annonce sur YouTube, ça n'a pas l'air terrible, mais en tout cas, sachez qu'il y a une pièce de théâtre qui a été inspirée de ce fait divers. Seles est entrée en dépression après, elle n'est revenue que 2 ans et demi après, aidée par Martina Navratilova notamment. Il lui a fallu énormément de de temps. Et Steffi Graf. Pour accepter de revenir. Elle n'a gagné qu'un grand chelem après son retour. Parce que je ne sais pas si tu vas le dire ou pas, et de toute façon tu ne le diras pas parce que je vais le dire avant, mais Steffi Graf est allée très très souvent voir Monica Seles à l'hôpital. Oui. Et parce qu'on a su après pourquoi Gunther Parsch avait fait ça. Parce qu'à l'époque, comme Monica Seles était co-numéro 1 mondial avec Monica Seles, avec Steffi Graf, on parlait, oui. Il ne voulait pas qu'il y en ait deux, il voulait qu'il n'y en ait qu'une. Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui est terrible à dire, c'est qu'elle a été plus populaire dans sa deuxième partie de carrière. Elle est soutenue à mort par le public à la fin de sa carrière à Paris, ce qui était très loin d'être le cas. Alors, c'est terrible à dire, mais
C'était pas ma préférée. Moi, j'étais pas. Ouais, mais elle est soutenue par le public en 98 notamment, ce qui était impensable en début de carrière où tout le public était à chaque fois contre elle. On entendait dans ses cris peut-être de la hargne, après c'était peut-être du courage, ça s'était transformé. T'imagines ce qu'elle a vécu, la fille. Regarde les yeux sur cette photo. J'ai encore 2 trucs de fou à vous dire. Ah vas-y, continue. Attends, juste, il y a Robinèche qui dit Gunther Parch, il est pas rémouleur, il est boucher charcutier. Non, c'est encore pire. J'ai un truc de fou. Il lance ça chez Hugo Desnoyers. Oh, l'horreur. J'ai un truc de fou à vous dire. Arrêtez vos private jokes sur la... Sérieusement. Non, quelques jours plus tard à Rome, mai 1993, la police arrête un spectateur italien qui avait plusieurs couteaux sur lui. Peut-être un gars qui s'est dit tiens, à chaque fois qu'il y a un fait divers comme ça, comme après quand Notre-Dame a brûlé, il y a des gars qui ont essayé de brûler des églises, je sais pas où dans le monde. Enfin, sur quel match, non, tu sais pas? On ne sait pas. La police arrête un spectateur qui avait plusieurs coups de couteau sur lui. Ils ont perquisitionné son appartement. Ils ont trouvé une perruque de femme et des photos de Sabatini. Là, on est dans un truc, on se croirait dans le film de Lustig, la maniaque. Là, on est dans un truc de malade. Et que j'ai relu dans Tennis Magazine à l'époque. Mais je pense qu'aujourd'hui, on s'en rend pas compte parce que ça a l'air impossible. Mais quand tu vois tous ces mecs autour des cours qui sont en train de regarder le public et tout ça, bien sûr, il y a des contrôles avant, mais tu peux. Un taré. C'est le 11 purée, ils t'ont éteint à la photo comme ça. C'est le 11 septembre du tennis, un peu, parce qu'il y a eu avant et après. Il y a plan Vigipirate renforcé, c'est un peu ça maintenant sur chaque tournoi. C'est à partir de là qu'on a vu débarquer des Men in Black au bord de tous les cours. Brian Tobin, à l'époque, est le président de la Fédération internationale. Il a dit on doit désormais envisager la sécurité des joueurs partout où ils se trouvent. Et des scènes qui autrefois étaient banales, des enfants qui courent sur le court, qui vont toucher les joueurs, essayer d'attraper un bandeau, une raquette, qui vont échanger quelques mots, ça arrivait tout le temps à Roland Garros. Peut-être que Benoît, tu l'as fait dans les années 70 quand tu étais gamin, mais tu pouvais aller toucher Björn Borg. Vas-y, non mais comment ça, j'étais gamin, j'étais pas né dans les années 70. Mais on pouvait aller toucher Björn Borg ou Guillermo Vilas ou au moins la poignée de main. On a vu le gamin qui a pris un selfie avec Federer à Roland Garros ou le gamin qui a fait un bisou à Nadal à l'US Open en 2009 après son match contre mon fils. Il y a eu des procès quand même, ça s'est terminé par des procès. Aujourd'hui c'est impensable, Et évidemment, ça a tout changé, ça a créé une psychose des joueurs, finalement il n'y a que le public qui... Mais je crois qu'on se rend... Merci ma piche de nous avoir rappelé cette histoire, mais je crois qu'on ne se rend même pas compte de ce qu'a vécu Monica Seles, parce qu'on voit ça de l'extérieur. Mais imagine le choc, un changement de côté, quand tu sens le couteau... Enfin, déjà, tu ne dois pas comprendre ce qui se passe. Dans le dos, il arrive dans le dos, qu'elle ne voit rien. Après, je pense que tu sais, vu que c'était quand même été une urine mondiale, tu remontes sur le cours avec quand même, tu vois, 10-15 000 personnes autour de toi. Je pense que tu dois avoir un stress qui... Ah, mais elle n'a pas pu. Autre chose que j'ai... À l'époque, elle était avec son père qui était encore en vie à ce moment-là. Malheureusement, il est décédé par la suite. Mais il l'a aidé justement. Elle a fait beaucoup de psychothérapie pour se réhabituer au monde. Parce qu'elle est restée cloîtrée chez elle. Il était hors de question pour elle qu'elle revienne sur un cours de tennis, encore plus avec du monde. Truc dingue. Évidemment, le match est interrompu et Manuela Maliva se qualifie pour l'ennemi, mais moi je pense que ça aurait été peut-être mieux d'arrêter le tournoi à ce moment-là. Alors il y avait peut-être trop d'enjeux financiers, etc. Mais pourquoi le tournoi n'a pas été stoppé? Pourquoi on l'a continué? Je trouve ça un petit peu cynique. Ça c'est mon point de vue plus de 25 ans après. Peut-être qu'on aurait pu arrêter. Il n'y avait pas assez de morts là. Il faut. Mais il faut y aller. Il faut ça a peut-être été envisagé. J'aurais pas aimé être le directeur du tournoi à l'époque parce que je pense que c'était une décision extrêmement difficile à prendre. Mais non, mais je te rappelle qu'on est en Allemagne. Stéphie Graf, tu vois. Il y a quand même une des participantes qui se fait poignarder en quart de finale. Donc je sais pas. C'était un peu. Mais il y avait une ambiance particulière à le tableau féminin de Roland 93. Tu vois, il y a Kadour Mezrak qui dit c'est un peu ce qu'a vécu Kvitova. Oui. Sauf que c'était pas sur un cours de tennis, c'était chez elle. Tiens, en fait, c'est un mec qui sonne à la porte en se faisant passer pour un mec de l'électricité là. Il vient faire le compteur. Bouché, non ? Non, il n'était pas bouché. Il vient faire les compteurs électriques. Il rentre. Il l'agresse. Elle se retourne et là il l'agresse et en fait il lui met le couteau sous la gorge pour lui demander des sous. Et elle se dit il faut que je réagisse tout de suite. Donc elle attrape le couteau avec sa main gauche. Et elle se bagarre contre lui en tenant le couteau de la main gauche. Donc là, bien évidemment, t'imagines l'état de la main, on l'a vu après en photo, quoi. Et le mec est parti. Sauf que quand t'es chez toi, tu peux t'attendre à te faire agresser. Quand t'es sur un cours tranquillement à jouer un match, tu t'y attends peut-être un petit peu moins. Il y a Robinèche qui dit la piche, il confond tournevis et couteau de cuisine. Non. Ouais. La piche, j'ai pas de couteau de cuisine sous la main. La piche, il confond Monica Seles et Basic Instinct parce que ça c'est un film qu'il a beaucoup aimé. Ah oui, c'est très bien. Verhoeven 92. Ah bah oui. Qui est capable de faire le cri de Seles? Pique à glace. Imite le cri de Seles, je t'en supplie. C'est vachement dur. Arrête. Je me souviens plus. C'est pas possible, c'est super régulier. Allez, on coupe. Vas-y, fais-moi. Je peux pas, j'ai pas d'avoir.
Je sais pas où elles sont. Je sais pas où sont les câbles. Je sais pas où sont les câbles. Ah, attends, j'en ai un là. Ah, j'en ai un beau. Il est là, mon Rémi. Oh, regarde mon Rémi. Au revoir.